Bonjour à tous, chers internautes. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission de notre nouvelle saison d'Informatique News Hebdo, votre émission dédiée à l'informatique et aux télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine, pour décrypter l'actualité, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet de la semaine, tout le monde en parle évidemment, la fameux redressement, j'allais dire octroyé en tout cas, demandé par la Commission européenne auprès d'Apple et plus exactement auprès du gouvernement irlandais qui est censé recouvrer ces fameux 13 milliards, parce qu'on parle de 13 milliards d'euros, auprès d'Apple qui évidemment se défend. Alors effectivement, donc c'est une affaire qui couvait depuis un certain temps, qui est tombée la semaine dernière. Donc la Commission européenne, par le biais de sa commissaire à la concurrence, a donc statué. Donc c'est une procédure qui a été longue, une étude qui a été longue, de plusieurs années. Et donc la sanction est tombée, donc effectivement 13 milliards plus les intérêts. Et alors effectivement, on ne parle pas d'amende. Donc vous avez utilisé le terme redressement. Je crois que le terme qui a été utilisé, c'est restitution. Donc en gros, l'idée qui prévaut dans cette procédure, c'est de dire que l'Irlande a des taux d'imposition qui ne sont pas conformes, on va dire, à la réglementation européenne, et que Apple a donc payé pendant. Donc on remonte à 1991. Apple a payé des impôts à l'Irlande à un taux évidemment absolument dérisoire, taux qui n'était pas, donc l'ensemble n'est pas conforme, et donc va donc devoir payer en gros le manque à gagner au gouvernement irlandais. Donc le gouvernement irlandais finalement est le récipiendaire de cette somme de 13 milliards. C'est pas la Commission européenne, c'est pas comme dans les cas qu'on a connus comme Intel ou Microsoft où en gros il fallait payer à la Commission européenne. Là ça va au gouvernement irlandais. Alors le principe en fait il est relativement simple dans la mécanique. En gros Apple a sa filiale, enfin son siège en Irlande, et puis des filiales dans les pays avec de super organisations qui chapeautent un peu tout ça. Et donc l'idée c'est que en gros il y a des liens entre Apple en Irlande et puis les différentes filiales, et au lieu que les filiales payent les pays en fonction de l'activité sur le pays, il y a un échange entre on va dire des prestations qui font remonter les bénéfices sur l'Irlande qui impose très faiblement. Et donc le résultat, c'est qu'Apple ne paye pas en fonction de son activité dans les pays et paye beaucoup moins. Donc ça, c'est le principe général. Évidemment, après, dans le détail, c'est extrêmement complexe et je pense qu'on ne rentrera pas là-dedans. Bien entendu, les avocats vont se délecter de toute cette situation. Alors, évidemment, comme vous l'avez indiqué, Apple se défend. D'ailleurs, on en parlera après. Tim Cook a envoyé une bafouille à l'ensemble des clients européens pour répondre à cette injonction de la Commission européenne. Et puis, finalement, le gouvernement irlandais, lui, ne demande pas cet argent. Enfin, il est relativement partagé. Et donc, il y a un certain nombre de dirigeants politiques irlandais qui vont lancer une procédure pour dire que finalement, ils ne veulent pas récupérer cet argent. Et la raison en est relativement simple. C'est que finalement, l'Irlande arrive à tirer des capitaux étrangers de manière évidemment très, très importante, beaucoup plus que dans d'autres pays, pour ces raisons fiscales. Et si ces raisons fiscales sont remises en cause par la Commission européenne, évidemment, ça risque c'est l'attractivité de l'Irlande qui risque d'en souffrir. Voilà. Donc la conclusion, c'est que, c'est pas fini, ça va durer quand même un certain temps. 2, a fait appel, l'Irlande a fait appel, donc on va rentrer dans le détail des choses. Je dirais que aussi, finalement, l'Europe est un petit peu fautive dans tout ça, parce que si elle harmonisait ces taux de fiscalité dans les différents pays, il n'y aurait pas des avantages ou des désavantages de cette nature, et donc je dirais que les capitaux iraient en fonction d'autre chose que pour des raisons fiscales. Donc finalement, l'Europe n'est pas tout à fait exempte de toute critique dans cette affaire. Donc c'est vraiment une procédure qui commence pour Apple, mais on sait qu'il y en a d'autres entreprises qui sont dans le collimateur. Alors je dirais qu'il y a des entreprises
entreprises qui sont dans le numérique et puis des entreprises qui sont organisées sous forme de franchise. Pourquoi? Parce que justement, ça facilite ce genre de mécanisme de montage financier, de fourniture de prestations, entre guillemets, finalement, qui correspondent à rien, et donc de faire remonter les bénéfices. Et donc, parmi les entreprises qui sont concernées, donc on a cité Amazon, il y a McDonald's qui est dans les tuyaux, qui devrait sortir assez rapidement, et puis il y a Starbucks aussi qui est là-dedans. Et je dirais que tout ça, ça s'inscrit aussi dans une... alors évidemment, c'est dans le cadre de l'accord transatlantique dont on sait qu'il est en panne aujourd'hui, des relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe qui sont un peu compliquées, et sachant que les Américains, eux aussi, ils ont la main lourde, puisqu'on se souvient de l'amende, là pour le coup c'était une amende sur BNP Paribas qui avait des activités à Cuba et en Iran qui étaient a priori illégales, a priori selon les Américains, donc là c'était 10 milliards. Il y a eu l'affaire du Dieselgate là, avec Volkswagen, 15 milliards. Donc, je dirais que ça montre bien qu'on est dans un climat de durcissement et que, a priori, c'est un sujet qui va être relativement compliqué dans les mois à venir, à la fois pour les négociations autour du traité transatlantique. Puis ça peut aussi être perçu comme un signal que la Commission européenne signe un peu la fin de la récréation pour tous ces mécanismes, comme on dit pudiquement, d'optimisation fiscale. J'allais dire, le message est... Arrêtez de jouer, le jeu ne vaut pas forcément la chandelle. Absolument. Alors il y a ça, il y a aussi, faut aussi balayer devant sa porte, c'est-à-dire que l'Europe devrait aussi s'atteler à cette harmonisation fiscale dont on nous, j'allais dire, bassine depuis quand même très longtemps et qui ne se met pas en œuvre, puisque chacun essaye de tirer la couverture à soi. L'Irlande est un très bon exemple. Eh ben, on reviendra sûrement sur ce sujet dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains mois. Alors on change complètement d'univers, on parle, j'allais dire, d'informatique plus traditionnelle et d'un acteur important du secteur VMware qui bascule sur une stratégie multi-cloud. Alors ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais justement vous allez nous en dire un peu plus. En fait c'est relativement simple dans l'énoncé, après dans le détail technique évidemment c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc VMworld s'est tenu la semaine dernière, donc VMware c'est à Las Vegas, c'est la grande conférence de VMware. La grand-messe on va dire. La grand-messe, et donc les années passées en fait VMware avait poussé en avant une stratégie de cloud public sous le titre, alors entre parenthèses je ne sais pas où VMware va chercher le nom de ses produits, mais ça me fait penser à, il y a un petit moment, l'appellation des produits chez IBM avec des chiffres incompréhensibles. Là, c'est des noms absolument incompréhensibles. Donc, avait poussé cette stratégie de cloud public sous l'appellation vCloud Air. Et donc, en gros, VMware voulait, au même titre que AWS, donc Amazon Web Services, IBM, Google et Microsoft, qui sont les quatre grands, voulaient jouer dans la cour des grands sur le cloud public. Et puis, bon, c'est un marché qui est très fortement capitalistique, qui demande des investissements considérables. Et a priori, ces stratégies, à l'occasion de VMworld, semblent ne pas devoir continuer à se développer chez VMware. Et donc, cette année, VMware a annoncé en fait un produit de cross-cloud services, donc multi-cloud. Et donc, l'idée, c'est plutôt que d'avoir ses propres services de cloud public, de s'appuyer sur les clouds publics existants des grands ténors. Donc là, en l'occurrence, on parle de IBM SoftLayer, on parle de Microsoft et AWS, Azure, et donc de s'appuyer sur ces clouds publics et de fournir un service qui permet à une entreprise de développer donc son cloud privé en interne avec des possibilités de communication sur les clouds publics, donc les trois qu'on a cités. Et donc, en gros, c'est fournir plutôt de la mécanique pour s'appuyer sur des clouds existants plutôt que pour développer sa propre stratégie cloud qui, clairement, a du plomb dans l'aile. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que
VMware met un coup d'arrêt définitif. vCloud Air, donc le cloud public de VMware, bénéficie quand même de 5 data centers aux États-Unis, 2 en Europe, donc c'est quand même assez conséquent, pas négligeable. Mais vraisemtablement, il n'y aura pas de développement dans ce domaine. Et la meilleure preuve, c'est que l'annonce qui a été faite donc de Cross Cloud Services de VMware sera d'abord disponible sur SoftLayer d'IBM avant même d'être disponible sur le cloud public de VMware. Donc c'est quand même un signe. Donc c'est vraiment, je dirais, une évolution de la stratégie de VMware, bon, qui n'est pas de manière surprenante, c'est pas très surprenant, de manière, vu les investissements que ça nécessite. Donc bon, c'est une évolution et il est vraisemblable que d'autres vont suivre parce qu'on sait que les 4 grands dont on a parlé tout à l'heure trustent quasiment 60% du marché, donc il reste les 40%, et dans ces 40%, il y a plein de tout un tas de petits acteurs, enfin petits entre guillemets, dedans il y a Orange par exemple, pas si petit que ça, et que donc il va y avoir certainement des réorganisations. Donc le marché du cloud public et le cloud hybride qui va avec va dans les mois qui viennent certainement connaître de nouveaux développements dont on aura l'occasion de reparler. Alors, autre marché dont on parle beaucoup, celui des smartphones. Là, c'est une étude d'IDC qui permet un peu de faire l'occasion sur ce marché. On ne sait pas trop s'il va stagner, décroître, exploser. On a un peu l'impression que la vague est déjà passée. Oui, alors il a explosé, on pourrait dire. Alors effectivement, c'est les chiffres trimestriels d'IDC et du Gartner. Et en fait, donc trimestre après trimestre, bon, il y a des changements intéressants, mais là, je dirais que c'est l'occasion de se reporter sur le marché d'il y a 3 et 4 ans. Et on voit des évolutions assez intéressantes. Alors la première chose, comme vous l'avez noté, bon, le marché des smartphones, il commence à être saturé dans les pays développés. Et il approche de la saturation dans les pays en voie de développement ou les pays émergents, comme on dit aujourd'hui, donc l'Inde, la Chine par exemple, où ça commence à être un peu saturé aussi. Donc je dirais là où on avait des taux de croissance de 20, voire 50% il y a 4 ans, là on ramène à des taux beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, c'est que les 5 premiers constructeurs ont une part de marché qui est moins importante aujourd'hui qu'il y a 4 ans. En gros, ça veut dire que c'est encore un marché qui est extrêmement bouillonnant et où il y a des places à prendre que certains prennent d'ailleurs. Donc ça, c'est la deuxième constatation. Troisième constatation, c'est que par rapport à il y a 4 ans, on a quand même un doublement des ventes au niveau trimestriel. Là, le trimestre dernier, on était à 330 millions de smartphones vendus. Bon, ce sont quand même des chiffres considérables. On était à 150 millions il y a 4 ans. Donc on voit bien que... Pour un marché qui est censé décroître, c'est raté. Oui. Bon, mais c'est vrai que là, maintenant, on arrive à saturation. Mais en tout cas, si on revient en arrière pas si longtemps que ça, on voit bien quand même que ça a considérablement explosé. Et puis les acteurs eux-mêmes, il y a eu des évolutions significatives. Samsung, qui était le grand leader, le reste, mais finalement, avec des positions moins importantes, il était à 30% de part de marché, il l'approche, il est plutôt de l'ordre de 20%. Donc, et évidemment, ces 20%-là, c'est plus de ventes qu'il y a 4 ans, mais l'important, c'est par rapport aux autres. Donc ça, c'est la première chose. Apple a tendance à baisser un petit peu. Et puis, donc ça on le sait, on a vu les difficultés d'Apple, qui est, dont le chiffre d'affaires est très dépendant de l'iPhone, qui est face à, lui, à la même saturation des marchés, et 2, à des problèmes en Chine. On sait qu'Apple avait très, très grand succès en Chine, mais des problèmes parce qu'il y a des acteurs qui arrivent, qui le concurrencent. Donc ça, c'est l'autre point. Et puis, les 3 suivants, ils sont nouveaux. Il y a 3 ans, il y avait LG, Lenovo et ZTE. Et les 3 suivants aujourd'hui, c'est Huawei, Oppo et Xiaomi. Donc d'ailleurs, Oppo et Xiaomi, ils sont très, très, très centrés chinois, ce qui implique les difficultés d'Apple. Donc on voit bien qu'il y a eu une évolution considérable. C'est un marché qui est encore en pleine ébullition, où les positions des uns et des autres sont
sont pas gagnés d'avance. Bon, c'est assez clair parce que c'est un marché qui est très B2C et donc on voit bien que si on a un smartphone Android, si un fournisseur arrive avec un nouveau modèle, on n'est pas attaché particulièrement à la marque, donc on peut en changer, donc les choses peuvent changer très très vite. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pour les semaines à venir, vous avez souhaité revenir sur Dreamforce, qui est on parlait de grand-messe tout à l'heure pour VMware. Avec VMware, là, c'est un peu la grand-messe de Salesforce, qui se déroulera début octobre, et avec une annonce assez attendue, puisque Salesforce va annoncer ce lancement de sa plateforme d'IA, intelligence artificielle en bon français, basée sur un certain nombre d'acquisitions, je crois. Absolument. Alors, cette annonce a été faite par Marc Benioff à l'occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre. Donc, 2 mots sur les résultats. Ils sont bons, clairement. C'est plus de 2 milliards de dollars pour le trimestre. C'est la première fois que Salesforce dépasse les 2 milliards. Des bénéfices qui sont de l'ordre de 220 millions de dollars. Donc, on est à plus de 10%. Donc, c'est pas mal. À noter d'ailleurs que Salesforce a un effort particulier en termes de R&D, donc recherche-développement, puisqu'on est à 250 millions de dollars, donc on est à 12%, c'est quand même très très élevé. Et donc effectivement, donc Salesforce maintenant, on se souvient, c'est le champion du CRM sur cloud au départ, mais aujourd'hui c'est une offre qui est tout à fait pléthorique sur le cloud. Et donc Salesforce, finalement c'est une tendance chez Salesforce, mais qu'on va voir chez beaucoup d'éditeurs de logiciels, mais va mettre de l'intelligence donc de l'intelligence, et en l'occurrence de l'intelligence artificielle, dans ses produits, et va éventuellement aussi proposer ses services d'intelligence artificielle au cloud pour d'autres acteurs. Donc pour ses propres produits et services. Et puis, donc ce produit, excusez la simplicité, mais a priori pour l'instant s'appelle Einstein, je ne sais pas si ce sera le nom de produit, sera présenté de manière plus développée au prochain Dreamforce qui se tient à San Francisco au début octobre. Donc on l'attendra avec beaucoup d'intérêt. Et donc c'est un développement qui, comme vous l'avez dit, est basé sur des acquisitions, puisque Salesforce n'était pas jusqu'à présent dans ce cycle d'acquisition. Comme un acteur comme Oracle, par exemple. Exactement. Et depuis le début de l'année, là, c'est 6 ou 7 entreprises qui ont été rachetées, dont beaucoup dans ce domaine de l'intelligence artificielle, et puis développement en interne. Et là, Marc Benioff faisait état d'une équipe de pratiquement 200 data scientists pour le développement de ces produits, donc c'est quand même assez conséquent. Donc on suivra ça avec beaucoup d'intérêt début octobre. Très bien, on y reviendra début octobre alors. Et puis pour conclure, on reparle d'Apple et puis d'un petit coup de gueule, il faut le dire, par rapport au courrier que Tim Cook a adressé à la communauté Apple en Europe. On ne sait pas bien ce que c'est, la communauté, les clients sans doute, qui se moquent un peu du client européen, on va dire poliment. Oui, effectivement, donc c'est un long courrier, donc il refait tout l'historique, donc on va pleurer un peu dans les chaumières, donc il rappelle que Apple s'est installé dans les années 80, début des années 80 en Irlande, à Cork, avec une usine de 60 personnes, et puis aujourd'hui en Irlande, il parle de 6 000, mais a priori c'est un peu moins, 5 000, donc c'est considérable. Qu'il a respecté les règles fiscales européennes et que donc en gros, évidemment, critique abondamment la Commission européenne, qu'elle ne sait pas compter, que en gros, si elle met cette restitution en œuvre, entre guillemets, eh bien ça va poser des gros problèmes dans le fonctionnement de l'Union européenne. Donc un courrier qui fait un peu entre mauvaise foi et puis évidemment, on comprend la volonté d'Apple de se défendre, mais je pense que ça aurait été mieux d'avoir un courrier peut-être un peu plus neutre, de laisser les avocats se dépatouiller de cette affaire, et puis de jouer plutôt, la jouer avec une certaine hauteur de vue. Bon, il est rentré dans le débat lui-même, c'est son affaire. En tout cas, en matière de communication, il y a peut-être un peu de travail à faire du côté de San José en Californie et du siège d'Apple. On conclura là-dessus et puis on y reviendra sûrement dans les prochaines semaines. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt.